RVA. Direction le château de Murol pour s'immerger au XVe siècle. Notre guide Maître Jean, un riche paysan, nous raconte comment on vivait à cette époque et toute la particularité de ce château. On va commencer l'interview tout simplement en parlant bien sûr du château de Murol, puisqu'on y est, on est au pied du château, un fort emblématique en Auvergne. Est-ce qu'on peut rappeler la particularité de ce château, déjà pour commencer, son emplacement qui est surélevé et très stratégique aussi avec cette vue? C'est stratégique parce qu'en fait on se retrouve dans la vallée ici, un croisement de route qui est très important pour l'époque. Vous aviez l'ancienne voie romaine, là, qui est l'actuelle route des plateaux qui vous amène à Clermont, et la route de la vallée, plus les routes qui repartent vers le massif du Sancy, Besse, etc. Et c'est idéalement placé, vu à 360 degrés tout autour. Je veux dire, vraiment, quand je dis qu'on a le temps de se préparer en cas d'attaque, moi je prends pour exemple les voitures qui passent là. Vous avez un camion qui est là, ça avance quand même relativement vite. Le temps qu'ils se garent sur le parking, que les gars descendent et montent ici, on a le temps de se préparer. Imaginez une troupe qui se déplaçait à la vitesse d'un homme au pas. Là, c'est nickel. Et en plus, ce rocher, cette position bien élevée, idéale pour défendre. En plus, il y a de l'eau. Donc là, c'est pas d'eau, pas de château. Donc là, je veux dire, c'est vraiment, on a tous les éléments font qu'on a une défense, qu'on a une position stratégique d'observation et puis en même temps de défense et de contrôle. Est-ce qu'on peut rappeler l'altitude? Là, on a combien de mètres? Alors là, tout dépend. Hein. Là, on va dire qu'ici, on est à peu près à plus de 900 mètres dans cette basse-cour. Quand vous montez sur la tour de Chotigna, vous grimpez sur la partie la plus haute de la tour, vous mettez sur la pointe des pieds, vous levez les bras, vous pouvez chatouiller les 1000 mètres. Et j'aimerais parler, donc c'est ce qui fait sa force à ce château. On peut dire que c'est unique un peu cette position stratégique pour ce fort, et on en parlera après en plus en détail de l'architecture. Alors, position unique d'un point de vue stratégique, je vous dirais non. Parce que là, beaucoup de châteaux ont été bâtis un peu partout en Europe, à des endroits stratégiques. Par contre, ce qui est relativement unique, c'est vraiment la structure en elle-même du château. Ça, c'est très particulier. Est-ce qu'on peut la détailler, donc cette architecture unique? Alors, cette architecture, déjà, le château est bâti sur un énorme rocher de basalte qui repose lui-même sur une colline, une butte d'argile. Et au moment quand ils ont construit le château, alors on ne sait pas de quand vraiment date ce glacis, mais ça a dû se faire petit à petit au cours des siècles. Il y a eu plusieurs phases de construction, s'étalant du 11e au 16e. Et là, ils ont recouvert le glacis. Et c'est vrai que toute cette forme comme ça, avec une base inclinée plus des murs droits, structurellement parlant, c'est assez rare en Europe. Ce qui est un peu plus fréquent en Syrie par contre. Pensez au krach des Chevaliers ou la forteresse d'Alep. Là, c'est vraiment l'exemple même. Et j'aimerais revenir plus précisément sur Guillaume de Murol, puisqu'en fait, pourquoi on connaît autant de détails au XVe siècle, en tout cas la partie du XVe siècle, c'est grâce à lui, avec ses écrits. Ah oui, alors c'est les fameux écrits de Guillaume, qui en fait c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que je vous dis, il a quand même une vie très très longue, il y a 90 ans, et c'est vrai que c'était un seigneur qui était assez lettré, et il a écrit. Et quand je vous dis que c'est riche, c'est qu'il y a de tout, que ce soit des pièces comptables, des récits, des anecdotes, des tas de choses, quoi. Après, on a encore d'autres documents, mais qui ne sont pas issus de Guillaume de Murol, bien entendu, puisqu'à partir de 1440, ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre la suite. Et du coup, dans cette période où on connaît le plus d'indices sur la vie du château, comment on vivait à cette époque sous Guillaume de Murol? Est-ce qu'on pourrait dressé un petit tableau un peu de cette vie quotidienne? En fait, ça se passait relativement bien. En fait, au niveau des relations, Guillaume de Murol avec le petit peuple, entre guillemets, le peuple des villageois qui vivaient autour. Ne serait-ce que dans la devise de Guillaume de Murol, qu'il a choisi, c'est « Avant Murol, sans rompre les redortes ». Guillaume de Murol se symbolise qu'en tant que paysan, guidant les bœufs, qui en fait symbolisent en fait les paysans qui vivent autour. Donc il faut qu'il soit relativement ferme pour pouvoir amener les gens là où il veut les amener, mais pas être trop ferme de manière à ne pas briser le lien qui unit noble et roturier. Après, pour la vie en haute cour, on sait exactement tout ce que... qu'est-ce qu'ils mangeaient, combien ils mangeaient, le nom des personnes qui travaillaient, leurs salaires en nature, en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc vraiment, on a tout, quoi. On a tout. On ira faire un tour là dans le château, mais est-ce que vous pourriez juste nous dire vite fait les pièces maîtresses qu'il y a dans le château? Alors bien oui, on a les chambres, les cuisines, les salles de réception, les toilettes, la boulangerie, le cellier, enfin il y a plein de choses. Mais ce qu'il y a surtout de très intéressant, c'est comment c'est organisé.
Parce que pour vous donner un exemple, les chambres, elles ont toute une orientation bien particulière, les façades des chambres, qui est équipées de fenêtres, tout orienté vers l'est-sud-est, pour bénéficier de la chaleur optimale du soleil au moment des heures les plus chaudes de la journée, fin de matinée, début d'après-midi. Et là, c'est flagrant, quand il y a du soleil, ça tape dans les façades. Donc là, on profite de l'énergie solaire et, souvenez-vous, l'implantation des toilettes aussi, qui est faite quand même, qui est orientée d'une certaine façon à pouvoir bénéficier aussi de, entre guillemets, de l'énergie éolienne pour ventiler et de l'énergie hydraulique pour nettoyer. Et dernier mot sur la partie où on peut monter et avoir une vue imprenable. Juste rappeler qu'est-ce qu'on voit en termes de massif. Alors là, ce que vous voyez de là-haut, vous voyez le massif du Sancy, enfin quasiment une bonne partie du massif du Sancy, le Césalier et le Forez. C'est déjà pas mal. Puis si vous avez de bonnes jumelles, vous pouvez apercevoir l'Himalaya. Mais il faut que le temps soit bien dégagé quand même.